à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. La programmation 2015-2016 du Théâtre Princesse Grace, vous en saurez plus dans quelques instants. Nous reviendrons sur une opération pédagogique organisée par la Fondation du Prince Albert II sur le réchauffement climatique. Un focus sur la deuxième édition du concours de cuisine des collégiens de Monaco. Quelques précisions concernant la réforme du permis de conduire avec des changements notamment en ce qui concerne les 125 cm3. Une conférence était consacrée au Mammouth de Sibérie au Théâtre des Variétés, conférence animée par le professeur Yves Coppens. Et enfin notre invité du week-end, Laurent Pionce, le directeur général du Festival de télévision de Monte-Carlo, festival qui ouvrira ses portes ce samedi. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, l'exposition itinérante consacrée à la Princesse Grace a été inaugurée par le souverain à Bakou, en Azerbaïdjan. Nous y reviendrons plus longuement dans une prochaine édition. Sachez qu'en parallèle se déroulent les Jeux européens de Bakou. Nous reviendrons également sur cette manifestation sportive avec notre équipe sur place. Merci, c'est très gentil. Merci. C'est officiel, on connaît l'affiche de la saison 2015-2016 du Théâtre Princesse Grace. Une conférence de presse vient d'être organisée pour présenter le programme qui débutera à l'automne prochain. Patricia Navarro vous en dit plus. Une salle comble pour une conférence de presse, pas moins de 26 spectacles annoncés. L'engouement généré par le théâtre Princesse Grace auprès du public et des médias ne se dément pas de saison en saison. Il faut dire que la programmation laisserait rêveuse plus d'une entité culturelle. Monaco s'impose une nouvelle fois comme un haut lieu d'accueil pour cet art vivant qu'est le théâtre. La principauté, dans sa politique culturelle, donne une place importante à un petit peu tous les arts, que ce soit la musique, que ce soit l'opéra, que ce soit la danse, mais également l'art vivant, le théâtre, avec cette particularité singulière d'avoir une mise en danger de l'ensemble de l'équipe, que ce soit les comédiens bien sûr, mais l'auteur, l'ensemble des scénographes, des techniciens qui contribuent à l'élaboration des programmes. Et c'est un moment particulier et effectivement je suis très heureux d'avoir assisté à cette présentation de la saison prochaine. Et la saison prochaine, les plus grands noms de la scène théâtrale française se donneront rendez-vous à Monaco. Philippe Cobert, Myriam Boyer, Carole Bouquet, Michel Bouquet, Claude Brasseur, Jean Piat, Patrick Chenet, pour ne citer qu'eux, dans des spectacles reflétant toutes les différentes facettes du théâtre avec des auteurs réputés, William Shakespeare, Marcel Pagnol, Harold Pinter ou Stéphane Zweig. Certaines pièces, pour des raisons notamment logistiques, seront jouées au Grimaldi Forum ou à la Salle Garnier. C'est vrai que le Théâtre Princesse Grace est un petit bijou, un petit coffret, mais justement petit. Et parfois, nous souhaitons accueillir des productions qui ne rentrent pas sur nos planches. Et donc, je suis assez fière que l'on accepte que la programmation du Théâtre Princesse Grace se joue à la Salle Garnier et se joue également au Grimaldi Forum. Donc, on est vraiment partenaire de toutes les autres entités culturelles et ça fait plaisir. Petit changement et grande nouveauté cette année au Théâtre Princesse Grace. Les pièces débuteront désormais à 20h30 et pour certaines d'entre elles, les spectateurs pourront prolonger le plaisir en rencontrant les comédiens après leur performance lors d'échanges organisés à l'issue des représentations au Théâtre Princesse Grace. Une conférence sur le climat s'est tenue la semaine dernière au Novotel, une conférence organisée par la Fondation du Prince Albert II avec dans l'assemblée des élèves de classe primaire. Voyez ce reportage d'Anthony Micou. Comment expliquer l'importance des gaz à effet de serre ou du dioxyde de carbone CO2 ? C'est le but de ce programme pédagogique. Les jeunes élèves ont eu un aperçu du film La glace et le ciel, projeté en clôture du dernier festival de Cannes. La réalisation est signée Luc Jacquet, oscarisé en 2006 pour son documentaire La marche de l'empereur. Jacquet, qui a fondé en 2010 l'association Wild Touch pour soutenir les défis environnementaux et le développement durable. Nous parcourons le monde pour aller filmer les effets du changement climatique sur la planète, mais aussi pour partir à la rencontre des scientifiques, des gens qui sont dans l'action pour essayer de trouver des solutions ou qui peuvent nous expliquer en fait ces grands phénomènes. Et dans ce programme pédagogique, ce que nous avons essayé de faire, c'est de réunir tout ce savoir et de le raconter sous une forme d'histoire haletante, de mettre en fait les moyens, qu'ils soient narratifs ou techniques, du cinéma
pour pouvoir offrir à des enfants, à des enseignants, en libre accès via Internet, un ensemble de savoirs qui sont récoltés donc un peu partout sur de très nombreux domaines, parce que le changement climatique nous force à travailler sur de très nombreux domaines, mais en racontant tout cela avec de l'émotion, une belle histoire, notamment celle d'un homme, Claude Lorius, qui fait partie des hommes qui ont contribué à faire émerger l'idée du réchauffement climatique dans nos consciences. Visionnaire, Lorius était parti en 1957 étudier l'Antarctique. Le glaciologue a consacré sa vie à percer les secrets extrêmement bien gardés du climat. Le changement climatique, c'est pas demain, c'est clairement aujourd'hui, même si on a souvent tendance à se projeter demain parce qu'on ne voit pas encore des changements très forts chez nous. Mais en fait, il est important de sensibiliser cette jeune génération, mais aussi leurs parents. Et en fait, ce que nous essayons de faire, c'est dans le sillage des enseignants et de tout le travail déjà incroyable qui se réalise dans de très nombreuses écoles, eh bien, d'apporter toutes ces connaissances et puis surtout d'apporter ce lien, cet amour de la planète que nous portons personnellement et dans notre engagement cinématographique, audiovisuel, à ces jeunes générations qui n'ont pas forcément la chance, comme nous, d'aller dans des endroits de nature très puissants, très exaltants. Ce qu'on espère, c'est pouvoir être un carrefour entre l'information, l'émotion, la sensibilisation du grand public comme des décideurs. En cette année de conférences des partis, Wild Touch a investi à Paris dans un laboratoire d'innovation pédagogique ouvert à tous. D'ici à la COP21, l'association mettra en place de nombreuses actions afin de mobiliser la société civile autour des enjeux du changement climatique. Jeunesse toujours, le lycée technique et hôtelier de Monaco a accueilli pour la deuxième fois le concours de cuisine des collégiens de Monaco. Le chef Joël Garraud a participé une nouvelle fois à cette manifestation. Reportage. C'est la première fois qu'ils portent un tablier. Les apprentis cuisiniers se sont mis au fourneau pendant 1h30. Ils ont été jugés sur la qualité gustative de leurs plats ainsi que sur la présentation. Après le succès de la première édition il y a 1 an, la mairie de Monaco a logiquement reconduit l'opération. Ce concours de cuisine est né de la volonté des élèves. C'est un projet par les jeunes et pour les jeunes. Et c'était vraiment la volonté de la mairie quand on a lancé ce projet communal junior, c'était de donner la parole aux jeunes pour les écouter, pour les sensibiliser aussi à l'action municipale et leur montrer un petit peu concrètement ce que c'est de créer des projets. Nous sommes très satisfaits de constater vraiment un engouement de la part des collégiens et on a augmenté le nombre en fait, de participants. On a 8 binômes au lieu de 6 binômes. Donc voilà, on a tenu compte en fait, de la forte demande pour essayer de satisfaire au mieux les vocations d'apprentis chefs cuisiniers. Lors de ce défi culinaire, les binômes étaient conseillés par le chef étoilé Joël Garraud qui avait sélectionné 2 recettes spécifiques pour éviter toute forme de gaspillage. Nous sommes sensibles au gaspillage et donc les vœux de la mairie, c'est de faire un thème sur l'anti-gaspillage. Alors l'anti-gaspillage, pour moi, j'ai dit on va faire le concours avec des verrines ou avec des croûtons. Comme ça, j'envoie moi 10 verrines et 10 croûtons. J'ai fait des recettes, j'ai établi des recettes qui correspondent au quantitatif. Donc je ne devrais pas avoir à la fin de l'épreuve rien qui reste sur la table de fabrication ou qui soit aussi dans une poubelle. J'ai fait une recette qui soit réalisable facilement, mais c'est une recette qui demande quand même de la manipulation parce que j'ai voulu faire du taillage. Après, j'ai fait des crevettes qui sont cuites à la vapeur mais marinées. Ensuite, j'ai fait une rillette de saumon. Donc, il y a quand même du travail. Au-delà du chef Garraud, les collégiens étaient encadrés par 4 élèves de terminale et un professeur du lycée technique, Gilles Brunner. Disposant d'outils de travail adaptés, tous ont terminé dans le délai imparti, mais difficile pour eux de ne pas avoir en tête leur examen du brevet. Juste hier, j'ai fini mon épreuve d'anglais et vendredi, j'en ai encore une, mais on ne voulait pas louper ça parce que c'était une belle expérience à réaliser. En plus, là, il y a tout. Disons, le matériel, il est vraiment complet parce qu'à la maison, il nous manquera toujours une cuillère ou n'importe quoi. Et là, il y a tout. Il y a des fleurs, il y a des cercles, tout. Le jury a choisi de récompenser Matteo Lanziani et Corentin Pellion du collège Charles III. Ils seront invités à déjeuner au restaurant Le Vistamar. Cette compétition a donné des idées à certains qui intégreront peut-être le lycée technique en septembre prochain.
Passons, si vous le voulez bien, à la réforme du permis de conduire, avec notamment quelques changements en ce qui concerne les 2 et 3 roues. Il s'agit là d'une standardisation du législateur international. Plus d'explications dans ce reportage. Voici permis de conduire. Vous êtes conducteur d'un 125 cm3. À compter du 15 juin, vous ne pourrez plus conduire à l'extérieur de Monaco avec votre simple permis de voiture. Il faut obtenir un permis A1 sur titre ou examen. La première chose, les personnes qui sont concernées, ce sont les personnes qui ont eu un permis B, ce permis B leur a permis au bout de 2 ans de pouvoir conduire un cyclomoteur, une motocyclette, un engin, on va dire une moto de 2 roues de moins de 125 cm3. Voilà. Donc ces gens-là doivent soit se présenter chez nous avec une attestation de leur assureur qui stipule bien que dans les 5 dernières années, ils ont eu pendant 1 an une assurance sur leur véhicule. À ce moment-là, tout simplement, on leur change leur permis et ils sont aux normes maintenant, les nouvelles normes. Ensuite, vous avez les personnes qui ne peuvent pas présenter cette assurance. Ces gens-là, eux, vont devoir passer un petit examen que vous avez filmé qui nous permet juste de vérifier l'aptitude qu'ils ont. Et comme vous avez vu, on leur rappelle quelques éléments de sécurité routière et tout. Voilà. Mais c'est vraiment très simple et ça leur, je veux dire, depuis on en est au 5e, je crois 4e ou 5e, et les gens, ça leur plaît, c'est sympa, ça leur fait une piqûre de rappel, c'est pas mauvais. 4 questions de principe sur des panneaux de signalisation et un parcours simplifié par rapport au permis moto traditionnel. Voici le petit examen à passer. Cette réforme du permis de conduire concerne également les scooters à 3 roues, mais aussi les détenteurs d'un permis B+1 pour tracter une remorque supérieure à 750 kg. Là aussi, des démarches sont à entreprendre. Pour plus d'explications, veuillez vous rendre sur le site du gouvernement ou contacter le service des titres de circulation. Le mammouth de Sibérie était tout récemment au Théâtre des Variétés, non pas pour une représentation. Cet animal au poil long mais aux petites oreilles était au cœur d'une conférence animée par le professeur Yves Coppens. Voyez ce reportage de Dominique Poulain. Ce soir-là, pas de comédiens sur la scène du Théâtre des Variétés, ni de musiciens ou de chanteurs, mais Yves Coppens. Dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco, le paléontologue donne une conférence sur le mammouth de Sibérie. Le musée d'anthropologie préhistorique m'avait demandé une conférence cette année parce que c'était l'année de la Russie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des mammouths en Russie, puisqu'il y en a par exemple plein les grottes françaises et puis plein les couches préhistoriques, des sites préhistoriques français. Mais ceci dit, l'avantage de la Russie, c'est quand même que toute la Sibérie, pour le moment, a encore son permafrost, et que dans le permafrost, ce ne sont pas des squelettes de mammouth qu'on trouve, mais ce sont des cadavres de mammouth. Donc on a la peau, les poils, les organes, le sang, et maintenant l'ADN. Et le professeur Coppens n'a pas manqué de parler de ce mammouth découvert au milieu des années 90 en Sibérie et offert l'an dernier au prince Albert II par un généreux donateur. Il y a plus de 31 000 ans, ce cousin de l'éléphant mesurait 5 mètres de long et 3 mètres de haut. À l'époque, il pesait 8 tonnes et se nourrissait d'herbes. Sa morphologie et son métabolisme lui ont permis de régner sans prédateur pendant des millions d'années. Comme tous les mammouths de Sibérie, il s'est vite adapté au froid. On voit leur adaptation au froid commencer vers 1 500 000 ans. Et leur adaptation au froid passe par des tas de choses, passe par la houppelande qu'ils ont sur tout l'ensemble du corps, passe par l'épaisseur de graisse qu'ils ont sous la peau. Il y a 10 cm de graisse quand même. Ils ont un opercule anal, ça m'a toujours réjoui. Au-dessus de l'anus, il y a un petit supplément de chair qui ferme l'anus pour ne pas refroidir l'intérieur du corps. Et puis ils ont des réserves de graisse dans ce crâne en dôme si caractéristique, etc. quoi. Ils ont développé toute une série de détails anatomiques. Plus petites oreilles aussi, plus petite queue aussi, moins de prise au froid, quoi. Et le tout plus charnu. Avec leurs 500 kilos d'os et de défense, les mammouths de Sibérie ont commencé à disparaître il y a 20 000 ans. Leur extinction totale date de 3 000 ans avant Jésus-Christ. Le reste de l'actualité en bref.
La salle Garnier a accueilli jeudi soir un spectacle organisé par la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports et les ballets de Monte-Carlo. Le titre, Là où je t'emmènerai, un spectacle de danse avec 120 élèves de la Principauté. Et un spectacle à venir, la 13e soirée des artistes associés, lundi 15 juin à 20h30 au Théâtre des Variétés. C'est tout simplement le spectacle de fin d'année des élèves d'Éric Le Rouge, en guitare, chant et basse. Ils seront accompagnés par les musiciens de Princesse de Nuit. Le prix d'entrée est fixé à 15 €. Et puis sachez que le 55e Festival de télévision de Monte-Carlo ouvrira ses portes ce samedi. Il est temps, à ce propos, d'accueillir notre invité du week-end. Laurent Pionce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président délégué du Festival de télévision. Avant de parler de cette 55e édition, est-ce que l'on peut dire que vous êtes vous-même un enfant de la télé? Est-ce que vous regardez beaucoup la télé? Alors je pense que j'ai été un enfant de la télé, car aujourd'hui j'ai un petit peu moins de temps pour regarder la télévision. Mais il y a quand même des séries aujourd'hui encore que j'affectionne et que je regarde quand j'ai le temps. Donc j'achète les coffrets, je regarde la nuit quand je dors pas ou quand je suis en déplacement. Plutôt séries françaises, américaines, qu'est-ce que vous regardez? Les deux, j'aime beaucoup Engrenage au niveau français. Après j'ai beaucoup aimé The Walking Dead, Homeland. J'ai adoré la première saison de Braco. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de séries, donc c'est très difficile de rappeler toutes les séries que j'ai pu regarder. Mais j'essaie au moins de me tenir au courant, au moins de regarder la première saison pour savoir un petit peu au moins de quoi ça va parler. Ouais. Alors faites-nous rêver, qu'est-ce qu'il va y avoir là du 13 au 18 juin, à partir de samedi, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le Parvis au Grimaldi Forum? Qu'est-ce que l'on va pouvoir vivre ici pendant cette édition? Alors cette année, bon, c'est un 55e édition, donc c'est un anniversaire pour le Festival de télévision de Monte-Carlo qui a été créé en 1961 par le prince Régnier III. Cette année, donc, l'ouverture sera placée sous la présidence donc, de la princesse Charlène. C'est une première, donc ça sera un honneur pour nous de l'accueillir. Nous aurons également le plaisir de pouvoir ouvrir le festival avec l'avant-première française avec la série Empire et l'acteur et l'actrice principale ainsi que le producteur. Et nous aurons également, lors de l'ouverture, une nerve de cristal qui sera remise par la princesse Charlène à Patricia Arquette. Qui a été oscarisée il n'y a pas longtemps. Complètement, qui a été oscarisée il n'y a pas longtemps, cette année. Voilà. Là, on voit beaucoup de personnes derrière nous. C'est un gros dispositif, le festival de télévision. J'ai l'impression qu'il prend de l'ampleur d'année en année. Oui, c'est vrai. On s'efforce, on travaille, on s'investit beaucoup, on s'implique beaucoup dans cette manifestation qui, chaque année, prend un niveau supplémentaire. L'an dernier, on a eu Jerry Bruckheimer. Donc c'est déjà, je pense, quelque chose qui montre la crédibilité du festival. Cette année, donc, on a, outre Rosanna Arquette, on va voir tout au long de la manifestation des acteurs et actrices et producteurs de très haut niveau qui fouleront le tapis rouge, qui vont présenter des avant-premières françaises ou européennes. Vous avez parlé d'Empire, là, par exemple, qui cartonne en ce moment. Empire, aujourd'hui, c'est la série qui, aux États-Unis, est en train de faire un vrai tabac. Même la First Lady est en train de dire que c'est la série de l'année. Donc, sur l'empire du hip-hop ou du R&B. C'est ça, l'empire de l'hip-hop, complètement. C'est ça. Donc ça devrait être une très très belle soirée. Tout au long, on aura également la possibilité, donc on offre au public la possibilité de pouvoir rencontrer donc des talents américains et européens sous forme de séances d'autographes, de rencontres avec des talents par petits groupes, également de faire des séances de selfie. Il y aura également des projections en avant-première françaises ou européennes d'Aquarius, de Texas Rising également et d'une autre série suédoise, puisque le festival de télévision n'est pas simplement un festival américain, mais c'est un festival international. Et de par sa compétition, il regroupe, je pourrais dire, tout ce qui se fait de mieux au niveau international dans l'industrie de la télévision. En festival international, vous avez parlé du public, c'est important pour le festival de télévision. L'ouverture au public, il y a beaucoup de choses, l'OMG, le e-ticket, qu'est-ce qui est fait pour le public? Oui, je pense qu'il est primordial pour un festival de télévision de s'ouvrir au public si on veut le développer. Le développement de ce festival passe bien entendu par son contenu, donc sa programmation, par sa notoriété, son image qui est faite à travers de la communication et de la presse, mais le public va participer, j'en suis intimement convaincu, à la notoriété et au développement de cette belle manifestation.
Alors vous avez parlé d'Empire avec mon accent, mon French accent. It's perfect. Il va y avoir aussi la part belle à des vieilles séries, L'homme qui valait 3 milliards, il va y avoir les héros de notre jeunesse, L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, L'homme de l'Atlantide, qu'on connaît un peu plus pour Dallas, mais enfin nous on l'a vu nager un peu bizarrement. On l'a vu nager, oui, on l'a vu nager, exact. C'était important de les accueillir? C'est un anniversaire, donc il me semblait important aujourd'hui de regrouper sur cette manifestation les acteurs les plus emblématiques des 20-30 dernières années. Donc il est vrai que Steve Austin, donc L'homme qui valait 3 milliards, l'I-Major, j'ai regardé. Ouais, voilà, donc c'est vrai que voilà, je pense que tout le monde l'a suivi. Il sera présent sur le tapis rouge. Il y a Super Jamie également. Elle ne valait qu'un milliard par rapport à lui qui valait 3 Elle valait milliards. un peu moins cher. C'est un peu dommage. Je crois qu'elle avait l'oreille bionique. C'est ça, et lui l'œil. Et lui l'œil, et le bras, il a 2 jambes, mais je crois qu'elle avait que les 2 jambes, je ne me souviens plus exactement. Bon, c'est pas ça le plus important aujourd'hui. On voit les fans. Mais voilà, donc on aura la chance aujourd'hui de regrouper pendant le festival de télévision ce que nous appelle les iconic talents, des acteurs et actrices qui ont marqué les 20-30 dernières années. Ils seront là, présents, ils vont, si vous voulez, faire des opérations dédiées au public, donc donner l'opportunité au public de les rencontrer. C'est une vraie volonté, de pouvoir ouvrir le festival encore de plus en plus au public, bien entendu toujours avec des moyens de sécurité mis en place. Alors là on parle des stars de séries télé. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une compétition, c'est un festival. Il y a un membre du jury. Un mot peut-être sur ce jury-là? Bien sûr, donc le festival c'est tout d'abord en premier lieu une compétition internationale qui regroupe 4 catégories principales, donc les mini-séries, les films de télévision, les séries TV et les documentaires. Et aujourd'hui, pour démontrer la notoriété qu'est en train de prendre le festival, à la tête de ces 4 catégories, nous avons donc Eric Close, Patrick Dufy, Ron Pellman et Bianca Jagger. Donc ce sont quand même 4 personnalités qui sont non seulement connues et reconnues au niveau des professionnels, mais également connues et reconnues au niveau du public. C'est ce que je voulais mettre en place depuis 2012 au niveau du festival de télévision. Là on parle de séries télé. Il va y avoir aussi des émissions télé. Il y a Jean-Luc Reichmann par exemple qui vient, il y a la troupe, enfin les acteurs principaux de l'émission Danse avec les stars. Danse avec les stars. Il va y avoir des animations d'ailleurs? Oui, tout au long de la semaine, on va essayer de mettre en place, pas on va essayer puisqu'on a mis en place, puisque la programmation heureusement est déjà faite, on va avoir des émissions télé, des spectacles, notamment avec Danse avec les stars dimanche, en espérant que le temps s'y prête. Mais il va y avoir une très très belle programmation cette année sur le festival de télévision. Alors Laurent Pionce, vous parlez du temps, j'imagine que la météo, ça tombe bien, vous me faites un lien fantastique. J'imagine que la météo va vous concerner directement. Ouais. Je vous propose justement de voir cette météo du week-end et du début de la semaine. Ok. Samedi, un soleil intermittent, le ciel sera encore orageux par moments avec des risques d'averses, notamment en seconde partie de journée. Le temps sera lourd, il fera de 22 à 27 degrés. Dimanche, un léger mieux sans disparition du risque d'averse. Il y aura quand même quelques éclaircies, les températures de 22 à 26 degrés. Lundi, la poursuite d'une amélioration du temps, sans retour immédiat d'un vrai beau temps. Des nuages provisoirement encore menaçants, comptés de 21 à 26 degrés. Et enfin mardi, des nuages sans pluie et de belles apparitions de soleil. Il fera de 20 à 25 degrés. Voilà ce que l'on pouvait dire de la météo. Alors, le week-end, coup-ci, coup-ça, après la semaine, ça devrait s'améliorer. Ouais. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Sachez que nous serons sur place avec une émission quotidienne toute la semaine prochaine. Sans oublier sur Monaco Info, le Mare Nostrum aussi qui va se dérouler ce week-end avec des directs samedi et dimanche de 17h à 19h. À très bientôt. Au revoir.